Je suis vraiment très heureuse d'introduire cette soirée Un esprit de famille. Nous sommes partenaires depuis plusieurs années déjà d'Un esprit de famille. La Banque Transatlantique, certains d'entre vous connaissent, d'autres pas du tout. La Banque Transatlantique, c'est une très vieille banque qui appartient à Crédit Mutuel Alliance Fédérale. C'est une banque qui est spécialisée en gestion de fortune, qui accompagne les dirigeants, qui accompagne les familles. Une banque très internationale, qui a aussi toute une activité sur l'actionnariat salarié. Et c'est une banque qui est aussi très investie dans la partie philanthropique depuis très longtemps. Nous avons créé un fonds de dotation abritant il y a plus de 10 ans maintenant. Le groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale, vous le savez, consacre une partie importante de ses revenus à des activités philanthropiques. C'est à peu près 500 millions d'euros par an. Donc c'est avec beaucoup de fierté et beaucoup de joie qu'on accueille ce soir Un esprit de famille pour votre réunion. Vous aurez tout à l'heure un petit cocktail dans notre salle aux oiseaux. Merci beaucoup Odile de cet accueil renouvelé de la Banque Transatlantique. Puis j'en profite pour présenter, pour ceux ou celles qui ne la connaissent pas, Aurélie Garcigny, qui est au fond, qui est Madame Philanthropie de la Banque Transatlantique, avec qui on a le bonheur de travailler depuis longtemps. Donc voilà, notre interlocutrice de choix. Merci beaucoup. Donc ce soir, on a la chance d'accueillir Emmanuel Faber. Bonjour Emmanuel. On se lève, voilà, comme ça. Je me rassieds. C'est la deuxième soirée qu'on a appelée After Work, avec un grand témoin. La précédente, c'était le ministre Jean-Michel Blanquer, pardon. Ministre Jean-Michel Blanquer, c'était également ici, dans les étages, dans la salle du Conseil. Il venait de laisser son poste de ministre et on a eu une discussion extrêmement riche sur les questions d'éducation, sans amertume, vraiment très positive. Et donc ce soir, on a la chance de t'accueillir, Emmanuel. Alors, je sais que tu as changé de dizaine récemment, donc comme tu as l'air très jeune, je laisse tout le monde deviner de quelle dizaine il s'agit. Tu as eu un parcours, somme toute, assez classique, grande école de commerce, consultant, banque, direction financière de grands groupes, avant de rentrer chez Danone, également dans la finance, et puis d'en devenir le PDG à la suite de Franck Ribou. Mais en fait, assez vite, tu as montré une forme d'originalité, parce que même avant de rentrer chez Danone, tu avais demandé 8 mois de congé pour aller 8 semaines. Oh, ouais, 8 semaines. Oh, ça m'avait fait envie avec 8 mois, enfin bon, 8 semaines. Je crois que j'ai pris mes rêves pour une réalité. 8 semaines, alors peut-être que tu vas me détromper, mais tu es allé chez Mère Teresa en Inde, tu es allé dans les favelas en Amérique latine, tu es allé dans la jungle de Calais. C'est là où tu avais fait, pas la jungle de Calais, mais en Asie, fait connaissance du professeur Younous, qui t'a conduit quelques années plus tard à monter un projet social business avec le professeur Younous et sa Grameen Bank, qui avait fait la une des journaux. Puis comme tu aimes bien faire la une des journaux, quelques années plus tard, tu as monté la première SICAV dédiée à des projets d'impact social. Et puis en 2019, au moment du G7 qui se tenait à Biarritz, tu avais monté à la demande du président de la République une coalition d'entreprises sur la croissance inclusive. Et quelques mois plus tard, tu as récidivé avec le One Planet Summit et le P2B, One Planet Business for Biodiversity. Donc, alors je ne vais pas rentrer dans le détail, mais donc beaucoup de choses à la fois sur les questions d'environnement et sur les questions d'inclusion. Et puis en 2021, les fonds activistes ont eu raison de toi. Tu as quitté le groupe Danone. Et puis très vite rebondi dans différents investissements et différents engagements, et notamment la tête de l'ISSB, qui est la branche de l'IFRS, donc pour les comptables d'entre vous, les organismes de normalisation comptable. Et ce qui est intéressant, c'est que l'ISSB, c'est la partie qui s'occupe des éléments de reporting dans le domaine environnemental. Voilà, donc un parcours assez atypique, un parcours très international. Et puis évidemment, une des raisons pour lesquelles tu es là ce soir, c'est parce que tu as créé avec ton épouse un fonds de dotation qui s'appelle le Fonds des Bois. Et peut-être, et c'est ça qui nous intéresse ce soir en particulier, c'est essayer de comprendre d'où vient ton engagement philanthropique en créant cette structure, mais aussi plus largement, on voit bien que tu as un parcours d'engagé. Donc d'où vient cet engagement philanthropique? Et alors, on va fonctionner comme ça ce soir, hein, j'ai une dizaine de questions pour toi, donc
Je te laisse. Est-ce que tu as... Je crois que j'ai un micro. La question, c'est est-ce que tout le monde m'entend? Oh, il faut que je prenne celui-là. Ah, d'accord, ça c'est pour l'enregistrement, c'est ça? Ok, super. Bon, eh ben, bonsoir à chacune et à chacun. Merci de m'accueillir. Merci Sabine. Et puis merci pour ce que vous faites aussi. D'où vient mon engagement philanthropique? Je pense que il est à la croisée de plusieurs points de ma vie. D'abord, j'ai eu un frère qui était très proche de moi, qui était très marqué par la maladie psychiatrique. Du coup, j'ai vu des réalités que j'aurais sans doute pas vues si je ne l'avais pas accompagné, il m'avait pas emmené toute sa vie, jusqu'à sa mort il y a une quinzaine d'années. Ouais, voir des trucs que j'étais pas forcément préparé à voir. Et j'ai trouvé une énorme richesse, en fait, vraiment une énorme richesse dans les interactions avec ces milieux hospitaliers, psychiatriques, etc. Ouais, ça m'a ouvert des yeux sur d'autres réalités et sur des angles morts que j'avais moi. Je pense qu'ensuite, je me suis trouvé confronté à un compte en banque qui a grossi, 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 et je ne savais pas vraiment comment l'arrêter. On a trouvé des moyens ensuite, mais et c'est un privilège, évidemment. Et en même temps, pour moi, c'était une responsabilité parce que c'est pas de l'argent dont j'avais le sentiment d'avoir besoin. J'avais jamais imaginé que j'en aurais un jour autant. C'est venu assez vite. Moi, j'étais directeur financier d'une entreprise cotée à 28 ans. Et donc, on s'est vraiment posé la question de savoir ce qu'il fallait qu'on fasse de ça avec Magali. Et puis la troisième chose, c'est que j'ai découvert, parce que Danone c'est une entreprise incroyable pour ça, et dans laquelle j'ai eu la chance de rester beaucoup plus longtemps que je l'avais imaginé au départ, j'ai passé plus de 20 ans, où j'ai appris des trucs incroyables, mais aussi qui baignaient dans une culture d'innovation sociale, sociétale. Et moi, j'étais absolument persuadé, parce que c'est ma formation, que la finance n'était pas opposée à ça, et qu'au contraire, elle pouvait être un vecteur d'impact, et d'ailleurs, et même un vecteur de business, quoi. C'est-à-dire, je crois profondément que l'économie, c'est pas séparé de ce dont on discute là, c'est complètement dedans. Simplement, on peut avoir une vision beaucoup trop je pense, mécaniste des choses, y compris de la compta d'ailleurs. Je trouve ça incroyable qu'aujourd'hui ce soit les comptables qui réécrivent le code source de l'économie, c'est ce qu'on essaye de faire, mais c'est ça qui est en train de se passer véritablement. Donc, ce qui m'a enraciné dans cette conviction que la philanthropie avait sans doute une place dans ce que je faisais, que ce soit le soir, le week-end, les vacances ou au boulot, c'est de me dire qu'il y a un continuum, en fait, sur la façon dont on peut impacter, avoir de l'impact à titre personnel, à titre collectif, et que dans ce continuum entre la philanthropie qui peut être que du don, entre guillemets, qui ne peut être que ça, mais qui peut être beaucoup plus, et d'un autre côté, des marchés financiers supposés être aveugles à toute autre perspective que l'accroissement d'un bénéfice ou d'un capital, il y a un continuum. Et j'ai trouvé très intéressant de l'explorer, avant même de l'explorer dans ma vie personnelle, de l'explorer chez Danone, parce qu'on a créé des objets, comme tu l'as dit, et d'ailleurs un fonds de dotation, qui est la raison pour laquelle j'en ai ensuite créé un à titre personnel, parce que j'ai trouvé cet outil absolument fantastique. Alors, justement, dans tes activités aujourd'hui, tu es à la fois entrepreneur, investisseur et philanthrope. Est-ce que tu as des exemples à nous donner de la manière dont ça se conjugue de façon très concrète? Merci. Écoute, que dire? Moi, d'abord, je me considère absolument pas comme un philanthrope. On a créé un outil avec ce fonds de dotation qui gérait des surplus. C'est pas, j'ai pas cherché à. Donc mon métier n'est pas d'être philanthrope. On a trouvé un outil que je trouve efficace, intéressant, d'intervenir dans ce continuum-là. Et c'est pour ça que c'est un fonds de dotation, pardon, et pas une fondation, et c'est un fonds de dotation dont la dotation est consomptible. Ça permet d'aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin, de prendre beaucoup plus de risques, etc. Et c'est ça qui m'intéressait. Donc je suis pas, j'ai vraiment pas, je me sens pas du tout philanthrope. Je me sens en train d'utiliser des surplus
pour tester des modèles, tester des idées, tester de l'expérimentation dans des domaines que je trouve intéressants et dans lesquels je me sens... oui, j'ai envie d'aller creuser des trucs. Mais c'est vraiment un outil, quoi. C'est pas du tout de la philanthropie au sens... oui, où tu utilises le terme de philanthrope, je ne me sens pas du tout dans cette posture-là. Je me sens acteur d'un changement et je l'ai sans doute toujours été. Pour moi, c'est un moteur super puissant, intérieur, quoi, hein, je veux dire. Et de ce point de vue-là, aujourd'hui, j'ai ouais, deux endroits où je suis avec d'autres. Le premier, c'est l'International Sustainability Standard Board dont tu as parlé, où globalement, oui, on essaie de réécrire le code source de la finance en pluguant sur la compta un système comptable du climat, de l'environnement, etc., dans le but que les entreprises puissent choisir leur business model et leur stratégie sur ces questions-là, non pas dans le but de sauver la planète, mais dans le but de sauver leur business. Parce que le changement climatique va radicalement transformer les avantages concurrentiels. On est incapable de le voir avec la compta aujourd'hui, donc on compte plein de trucs qui comptent, mais pas tout ce qui compte. Et nous, on est en train de proposer des mécanismes de comptabilité climatique et d'autres systèmes qui vont permettre aux entreprises de démontrer qu'elles ont plus de résilience que leurs concurrents ou pas, et du coup, de faire allouer du capital aux entreprises qui travaillent sur cette résilience à un coût du capital meilleur par la finance mondiale. Donc c'est un système d'alignement pour une macroéconomie plus résiliente de l'ensemble de la finance, à la fois la finance bancaire avec le Financial Stability Board et le comité de Bâle d'un côté, et puis tous les systèmes de régulation financière des marchés financiers, que ce soit l'AMF en France, etc., mais la SEC aux États-Unis et tous les autres. Voilà. Donc ça, je dirais que c'est sans doute l'axe central, moi, de ce qui m'a aussi amené avec plein d'autres à réfléchir chez Danone à ce qu'on a fait sur les émissions de gaz à effet de serre, comment on remet du carbone dans le sol, le laisser sortir, et comment on fait plein d'autres choses. Et donc il y a tout ça, et il y a avec ça évidemment la transition qui ne peut pas être, il n'y en aura pas s'il n'y a pas une transition sociale en même temps, et donc comment on accompagne ces éléments-là. Mon deuxième champ d'investissement en termes de temps, c'est avec Astanor Ventures, qui est donc un fonds agritech et foodtech qui a été créé en 2017 avec des gens que je connaissais quand j'étais chez Danone. On s'est retrouvés assez vite, c'est un fonds qui est jeune. Il y avait 25 investissements quand je les ai rejoints en 2021, il y en a 60 aujourd'hui. Ça croît vite, mais l'agriculture et l'alimentaire, c'est un truc incroyable parce qu'il n'y a quasiment pas d'arbitrage entre la création de valeur économique et l'impact. À partir du moment où on le fait de l'autre côté, sur des modèles qui sont les modèles de demain. Parce que plus ces entreprises vont croître et plus elles vont avoir un impact positif sur la résilience de l'agriculture ou la résilience des systèmes alimentaires qui sont des verticales absolument fondamentales pour la transition. Et moi, ça me permet de garder un pied dans le réel de métiers que j'ai découvert avec Danone et que j'ai trouvé absolument passionnant. Voilà. Puis après, à côté de ça, je suis au Club de Rome et pour compléter le tableau, on m'a demandé d'entrer, si j'acceptais de rentrer au conseil d'administration du musée du Louvre, et j'ai dit oui, et waouh, c'est un vrai cadeau. Et donc c'est 4 fois par an, mais c'est super intéressant. Voilà, est-ce que ça répond à ta question? Je suis pas sûr en fait. Hein. Ouais, tu vas m'en poser une autre, ok. J'enchaîne. Je ne vais pas te poser de questions sur la double matérialité, c'est pas le sujet ce soir. Non, ce qui m'intéresse, c'est de voir à quel moment tu passes dans le don. C'est-à-dire que je pense qu'on comprend ta thèse d'investissement, c'est clair, c'est cohérent avec ton engagement à l'ISSB, mais pour toi, à quoi sert la philanthropie? Alors j'entends que tu n'es pas un philanthrope, mais donc à quoi sert le fonds de dotation? Quelles sont les lignes que Magali et toi avez définies sur... alors, ce n'est pas la thèse d'investissement, c'est la thèse de don. Comment vous les choisissez? Quelle est la cohérence entre les projets que vous menez? Et vraiment, quelle place tu donnes au don par rapport à l'investissement? Oui, pardon. Et tu parlais du lien tout à l'heure. Pourquoi je ne me sens pas philanthrope? C'est que, de nouveau, je n'aurais pas ces surplus, ou je ne les considérerais pas comme des surplus, je ne serais pas en train de me poser la question. Hein, donc c'est quand même partie de ça.
À partir de ça, on a créé un fonds de dotation parce on a d'abord créé un chez Danone. La première fois où Christine Lagarde a créé ça pour le fonds d'ailleurs Abu Dhabi du Louvre, on l'a répliqué sur des questions d'écosystème, c'est-à-dire comment est-ce qu'autour de Danone, on investit avec ce fonds en subvention et du coup en dons, en philanthropie, mais avec un business model porté par des ONG et des entrepreneurs sociaux qui permettait d'avoir un impact sur la plasticité de l'emploi dans l'écosystème de Danone. Donc, comment on forme des agriculteurs dans le monde, comment on forme des vendeurs de rue, comment on fait en sorte de donner un accès à un job structuré dans les décharges à Jakarta, à Rio de Janeiro, en Chine, etc., à des gens qui collectent du PET, des bouteilles qu'on peut recycler ensuite. On a démarré en 2008. Donc il y a bien avant que ce soit nécessaire, et ça a créé des business models résilients en permettant de créer des emplois plus solides, etc., etc. Donc c'était avant tout l'innovation, moi, que je trouvais pertinente, et on voyait bien que s'il n'y avait pas de l'argent catalyste de la philanthropie, ça ne marcherait pas, parce que Danone n'était pas capable de prendre le risque de faire ça. C'était trop risqué sur le plan du business, et les ONG étaient incapables de mettre ça en œuvre sans la puissance d'un groupe qui allait dire « Ok, moi j'achèterai le PET à la sortie » ou « Moi j'achèterai le lait avec 2 centimes de marge de plus au litre, etc. etc. » Et c'est parce qu'on a eu cet outil que 2 ans après, je me suis dit « Mais c'est incroyable, quoi. On va faire la même chose avec les quelques millions qu'on avait à l'époque à repartager. » Et on s'en est servi sur d'autres thématiques sur lesquelles je vais venir, mais de nouveau, pas seulement dans de la philanthropie pure au sens « je donne », mais on a fait des garanties, on a fait des prêts, on a fait des prêts de dernier rang. Dans les premiers, moi j'ai beaucoup porté les questions de contrats à impact social en France et partout. Je pense que c'est vraiment la finance de demain, c'est-à-dire je paye en fonction de l'impact que ça a. Donc si ça vous intéresse, mais regardez ça de près, c'est des outils incroyablement puissants parce que ça contractualise l'impact au lieu de le laisser poser en l'air. Quand on a fait ça, on s'est retrouvé sur les premiers contrats à impact menés par le gouvernement français dans une situation où les ministères n'étaient pas capables d'être les derniers garants, ils ne savaient pas faire, il n'y avait pas les lignes budgétaires, et je me suis retrouvé avec mon petit fonds de dotation à garantir l'État français, avec article 1 et d'autres, des projets sur lesquels on a travaillé ensemble, à garantir l'État français contre le succès de l'opération. Parce que s'il y avait moins d'échecs scolaires, plus de maintien dans les dispositifs scolaires et de résultats aux examens, alors les entrepreneurs sociaux, l'ONG, etc., qui avaient monté les fonds, et c'est BNP Paribas qui avait été l'ingénieur au sens financier du terme de ce montage, alors il allait falloir que le ministère de l'Éducation débourse. Il ne savait pas comment débourser. Donc on s'est retrouvés, nous, à mettre à deux, on n'est pas parti tout seul, 1 million d'euros sur la table pour garantir l'État français. Je trouve ça incroyable. Mais je trouve ça joyeusement incroyable. C'est ce que la philanthropie, avec la souplesse de cet outil de fonds de dotation, permet de faire. Parce qu'une fois qu'on l'a fait une fois, on démontre que c'est possible. Et du coup, demain, après-demain, etc., graduellement, les lignes budgétaires, la compta, vont aider les ministères à faire ça. On l'a fait dans l'agriculture, etc. On l'a fait plusieurs fois. Donc c'est pour dire que... Et on a de la trésorerie. Donc cette trésorerie, on peut l'utiliser pour faire des prêts, par exemple. Ou on peut l'utiliser pour la placer dans des investissements. On pourrait très bien acheter du Danone ou du je ne sais quoi d'autre. Mais on a choisi plutôt d'investir dans des fonds à impact, avec de la liquidité calculée, des taux de diversification, etc., pour rester évidemment dans une gestion raisonnable de tout ça. Mais ça veut dire que j'ai trouvé, moi, que le fonds de datation était une structure qui permettait une extrême diversité de modes de financement qui partent quasiment de je place ma trésorerie et ma dizaine de millions d'euros ou je sais pas quoi à la bourse, quoi, comme le ferait n'importe qui, ou je donne tout et puis en fait j'ai une gradation. Et donc c'est vraiment ça qui nous a amené à choisir cet outil plutôt qu'un autre. Ensuite, dans les thématiques, la première des choses, et je le dis volontairement parce que je sais que c'est une particularité, moi j'ai financé Danone avec mon fonds. Et de même qu'on a financé l'État pour prouver que ça pouvait marcher. Parce qu'il y avait des choses que, de nouveau, même Danone n'était pas capable de porter. Tu as mentionné Danone Communities. J'ai financé avec mon petit truc
le voyage de 50 représentants d'ONG sahéliennes pour des rendez-vous qu'on a montés avec un fonds qui s'appelle Livelihoods ici. Ils n'avaient pas l'argent pour venir, donc on a financé SOS Sahel, qui a financé les voyages de 50 Africains pour venir passer une semaine à discuter tous ensemble avec le fonds Livelihood ici. J'ai contre-garanti des éléments sur Danone Communities pour les mêmes raisons. On a investi dans Danone Communities, par exemple, assez massivement au total, quoi, pour aider à la manœuvre. Parce que pour moi, il n'y a pas la philanthropie d'un côté et puis mon investissement de tous les jours. C'est un continuum, quoi. Simplement avec des moyens qui sont différents, avec de la souplesse qui sont différentes. Et bien sûr, il faut faire gaffe à la gouvernance de tout ça, hein, parce que plus tu te rapproches de choses comme ça, plus il faut être super vigilant sur les questions de gouvernance. Mais c'est aussi des points d'attention que je trouve très intéressants, parce que tu touches à des points limites, quoi. Voilà. Après, on a fait des choses qui ne sont pas aussi directement liées à mon investissement professionnel, mais qui sont restées beaucoup dans le champ de l'alimentation, dans le champ de la maladie mentale, dans le champ des questions d'agriculture aussi, de lien social et de précarité, un petit peu d'éducation. Donc, malgré tout, quand même, un champ assez large, quoi. Est-ce que tu peux partager avec nous un échec que tu as pu rencontrer sur un de tes projets? Ouais, on a investi plusieurs centaines de millions d'euros sur une technologie qui paraissait absolument incroyable et qui n'a pas fonctionné. C'est un échec, il est peut-être malheureusement trop simple pour en tirer quoi que ce soit comme leçon, mais une technologie de satellite à orbite inclinée pour pour couvrir en Afrique des besoins d'accès à Internet super pas cher, pour le dire de façon comme ça. Oui, bien avant, c'était en 2011. Ça s'appelait Concero Connect. C'était porté par, entre autres, les United Services Postals, qui sont des fonds d'investissement des systèmes postaux internationaux, qui avaient de l'argent à mettre là-dessus. Je connaissais un entrepreneur qui était en train de travailler sur ces questions-là, et on a choisi, non pas de la philanthropie cette fois-ci, mais d'investir de la trésorerie du fonds de dotation. Voilà. Au bout de 3 ans, il s'est avéré que ça ne marchait pas. Les trucs les plus compliqués qu'on ait eus, par ailleurs, c'est quand on a été opérateur. On a aussi mis des maisons familiales qui ne nous servaient plus dans le fonds de dotation. Et sans doute pour des raisons affectives d'abord, on s'en est pas séparé. On aurait très bien pu les donner carrément ou les vendre et puis redonner. Là, on les a gardés. Ouais, là ça a été super dur. Se retrouver opérateur d'un lieu dans lequel tu essayes de mettre en place, il y avait plusieurs hectares qui servaient à accueillir de l'agriculture, des jeunes agriculteurs sur des modèles d'agriculture intéressants, et puis faire de l'accueil dans un bâti où tu pouvais avoir pas 25 ou 30 personnes accueillies, 50 boulots, 4 projets qui ont raté. Voilà, jusqu'à ce qu'on trouve le bon, on le tient. Pour l'instant, c'est tout bon depuis 3-4 ans. Mais ouais, c'est à tel point que moi, je me suis... Enfin, tu vois, je considère qu'être en fait philanthrope, c'est un métier. Et moi, c'est pas le métier que je fais. Le fonds de dotation familiale, il n'y a personne, hein, pardon. Je veux dire, c'est juste, il y a les 3 enfants, et Magali et moi au conseil d'administration, mais on n'a pas de salariés, etc. Donc on travaille vraiment, tu vois, de façon artisanale, quoi. Et donc, ouais, quasiment mes seuls échecs clairs, tels que je les appellerais des échecs, c'est ça, c'est quand on a voulu être opérateur avec moi n'ayant pas le temps et personne pour le faire de façon suffisamment sérieuse, même si on a essayé de se faire aider, hein. On a été aidé dans la construction d'appels à projets, etc., etc. Mais ouais, c'est compliqué, c'est un vrai métier, quoi, en fait, je pense, d'être philanthrope. Alors, je pense qu'ici, dans la salle, il y a beaucoup de gens qui se disent mais il aurait dû venir à un esprit de famille il y a très longtemps. Pourquoi? Parce qu'un esprit de famille, c'est l'association qui rassemble des gens comme toi, qui ont créé un outil philanthropique, qui l'ont fait en complément de leur business, parce qu'on n'a pas d'argent si l'argent ne pousse pas sur les arbres. Donc, les gens qui sont ici, c'est des gens qui ont généré du patrimoine, des revenus à partir d'entreprises.
avec donc quel que soit le mécanisme, et qui se lance en philanthropie, j'allais presque dire la fleur au fusil, hein, en démarrant des projets. Et ce qu'ils trouvent dans un esprit de famille, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, dites-le, ce sont des pairs, c'est-à-dire des gens qui ont la même volonté d'avoir de l'impact sur l'intérêt général, des gens qui font ça avec toute humilité parce qu'ils savent très bien que les causes qu'on cherche à adresser nous dépassent largement et qu'on n'y arrivera pas tout seul. Des gens qui sont prêts à prendre des risques, parce que la philanthropie familiale, c'est ça aussi, hein, c'est de se dire, au fond, c'est de l'argent que j'ai gagné, que je suis prête à redonner, que j'ai pas envie de perdre, mais si je le perds, c'est pas très grave, même si personne n'a envie de perdre de l'argent ou d'avoir des échecs. Et donc, c'est une philanthropie qui prend des risques. Quand tu disais tout à l'heure que tu as financé des projets au démarrage, hein, un peu d'amorçage, c'est exactement ce que beaucoup d'entre nous faisons. On va prendre des tout petits projets, des petites associations, on choisit des personnes qui sont inspirantes en se disant, ben voilà, cette personne, elle va faire évoluer son projet, mais elle va y arriver et on va l'aider. Et on a plusieurs exemples au sein d'un esprit de famille de porteurs de projets qu'on a aidés au démarrage, toutes petites assos. On se met à 5, 10, 15, 20 fondations, on les accompagne pendant 2-3 ans avec de l'argent, mais aussi avec du réseau, des compétences. Et après, on a un essor, un envol de ces projets avec beaucoup de succès. Donc, ce que tu décris en disant que tu n'es pas philanthrope, peut-être que tu ne te sens pas philanthrope, mais en tout cas, ta démarche, elle est très proche de celle des membres de notre association. Voilà, c'est pour te rassurer. Peut-être une autre question, parce que la décision que tu avais prise de mettre une partie, voire toute partie de tes bonus, de tes plans d'action de Danone dans un fonds de dotation, c'est pas courant. Ici, il y a quelques personnes qui ont fait ça, hein, qui ont fait carrière dans des grands groupes et qui ont mis une partie de ce que tu appelles un excès, en tout cas de rémunération pour créer un outil philanthropique. Mais ce n'est pas la majorité de l'espèce. Et la question qu'on se pose, c'est comment on encourage d'autres cadres dirigeants de grands groupes français ou internationaux à se lancer en philanthropie, créer leur outil. Voilà, comment on leur parle, quels sont les messages qui peuvent toucher, et puis comment nous, dans les rencontres qu'on fait, on peut aller les toucher et les encourager à sauter le pas. Ouais, c'est compliqué, je pense, de répondre à cette question. Les motivations de chacune et chacun, elles sont forcément, j'allais dire, totalement personnelles. Et quand tu dis c'est pas la majorité de l'espèce, en fait, je sais pas. En fait, vraiment, je sais pas, quoi. Je suis frappé de voir que... Donc moi, tu disais tout à l'heure, j'aime bien faire la une de la presse. Je l'ai faite parfois malgré moi, mais c'est aussi parce que je prends des risques. Mais non, mais bien sûr. Mais c'est parce que c'est aussi parce que je pense que c'est quoi. Il y a pas mal de trucs que j'ai fait. Je les ai jamais fait seul. Ça marche jamais tout seul. Avec des alliances qui tiennent, parfois longtemps, parfois moins longtemps, mais qui tiennent. Au moment où on le fait, elles tiennent. Et moi, je suis obsédé par le fait que le monde pourrait tourner quand même mieux le matin que quand je me réveille. C'est mon moteur. Et j'aime pas quand on me dit plus exactement, c'est pas possible. On l'a jamais fait, on sait que ça marche pas. Quand je pense que c'est possible, parce qu'il y a tu vois, il y a des endroits où j'ai eu de l'expérience, j'ai vu des trucs, j'ai plein d'angles morts, mais j'ai parfois des angles un peu plus ouverts que d'autres. Et c'est pour ça que je l'ouvre. Je l'ouvre parce qu'on ne peut pas dire que c'est pas possible de faire une entreprise à mission avec une boîte cotée. On ne peut pas dire qu'on ne peut pas faire un fonds de dotation dans lequel on demande 100 millions d'euros aux actionnaires, parce que c'est ce qu'on a fait en pleine crise, y compris avec une personne ici qui était vice-présidente de Danone à l'époque et son soutien. Donc non, on ne peut pas dire que c'est pas possible. On peut dire qu'on n'a pas envie, mais on ne peut pas dire que c'est pas possible. Et c'est pour ça que je l'ouvre quand je l'ouvre. C'est pas toujours quand même. Mais ça a fait partie du modèle. On ne peut pas dire que c'est pas possible, dites pas ça. Et ça permet de se poser la bonne question qui est, si on ne le fait pas, c'est pourquoi alors ? Et qu'est-ce qu'on a vraiment envie de faire ?
et pour moi, c'est peut-être ça la question que, en fait, je pense plein de gens, à mon avis, plein de gens, se posent de façon plus ou moins perso, plus ou moins structurée, et du coup, ils répondent de façon plus ou moins perso ou structurée. Euh, Tu commences par aider ta famille, tes proches, tes copains, etc. Moi, j'ai commencé par faire ça, quoi. D'ailleurs, dès que je suis sorti, tu vois, j'étais consultant, je gagnais plein d'argent, beaucoup plus que j'en avais besoin, quoi. Une fois que tu as acheté une voiture, tu ne veux pas en acheter une deuxième, quoi. Donc, enfin, à l'époque. Euh, et donc, et donc la question s'est posée très vite. Puis j'avais mon frère qui vivait avec des allocs adultes handicapés, tu vois, dans un studio de 12 mètres carrés. Enfin, ça me ramenait un peu tous les jours à des réalités et j'arrivais pas à me dire que sa vie était moins bonne, tu vois, qu'elle avait moins de sens que la mienne. Pour moi, elle avait vraiment du sens, sa vie. Donc chacun a son moteur. Le mien, il est passé par là, donc c'est venu très tôt. Du coup, j'ai fait des choix un peu plus radicaux que plein d'autres. Mais au bout d'un moment, quand tu as aidé ta famille, tes proches, etc., c'est tentant quand même de passer à autre chose. Et des gens qui donnent régulièrement, sans avoir forcément monté une structure, hein, c'est le cas d'après, mais j'en connais en fait plein quand tu discutes avec eux. Et peut-être qu'ils discutent avec moi parce que moi je l'ai ouvert et ils savent que j'ai fait des trucs et du coup ça vient dans la conversation, tu vois. Mais je rencontre plein de gens qui en fait aident sans le dire. Et en fait c'est beaucoup mieux qu'en le disant. Moi je- voilà. Donc, je sais pas, hein, c'est pas un découragement, c'est au contraire un encouragement, c'est simplement que la philanthropie, elle n'est pas nécessairement visible. Tu vois, elle n'est pas visible. Euh, je pense que ce que je trouve génial avec ce que vous faites, et que d'une certaine façon, enfin, j'ai suivi certains d'entre vous dans cette salle, je le sais, et certaines d'entre vous, parce que vous m'avez dit, tiens, je suis un projet, on est plusieurs, j'y crois, est-ce que ça t'intéresse, regarde le dossier, etc. Et j'y suis allé. Et donc c'est ça que permet des réseaux comme le vôtre, qui sont de rendre visibles des trucs qui ne le sont pas, en fait. Si, tu vois. Et c'est sûr que c'est plus simple si les gens ont, de ce point de vue-là, une, une approche un peu structurée de leur propre philanthropie. C'est sûr que ça aide, parce que ça crée de la visibilité, tu sais que... Et c'est pour ça que moi, j'ai choisi, euh, j'aime les trucs un peu simples, quoi. Et donc, oui, j'ai choisi de donner systématiquement. À partir d'une certaine date, j'ai donné systématiquement toutes mes actions gratuites. C'était plus simple, ça évite de te poser question de savoir cette année, ouais, je donne tout, pas tout, et pourquoi et comment, etc. Enfin, voilà. Mais chacun fait comme il veut, hein. Euh, ouais, je suis sans doute déformé aussi parce que des gens qui pensent pas tout à fait comme ça viennent sans doute pas m'en parler aussi. Euh, et après, pour encourager, je sais pas comment dire, je vais dire un truc que je pose comme ça, mais y compris d'ailleurs dans ce qu'on a essayé de transformer, tu vois, chez Danone, tant que tu te sens propriétaire de ton truc, ça marche pas. Il faut que les gens se sentent eux-mêmes propriétaires de ce projet. Tu vois, tant que c'est toi qui viens avec ta vision en disant c'est ça qu'il faut faire et c'est vers ça qu'il faut aller, etc. Il y a une partie, si ça, il y a une partie de ça pour entraîner le collectif qui est nécessaire. Mais il y a un moment, il faut que les gens vivent une expérience qui les fait basculer eux. Cette prise de conscience, tu peux pas la forcer, quoi. Tu peux essayer de favoriser les conditions. Il y en a même eu où moi j'ai décidé de me retirer tu vois, d'engagement trop marqué pour que d'autres puissent, pour que ce soit pas trop personnalisé, parce que c'est le risque, hein, bien sûr. Euh, donc comment on favorise ces prises de conscience? Je vais arrêter, je suis hyper long, je suis désolé, mais je pense que les enfants et les générations ont un rôle majeur à donner dans l'autorisation et même ouais, en fait, de susciter ces mouvements un peu organisés de contribution, tu vois. Euh, je pense que tous les sujets qu'on est en train de vivre de façon beaucoup plus forte aujourd'hui, avec plus d'aspérité, plus de violence d'ailleurs, autour du climat, des inégalités sociales, de plein de choses, euh, amènent ces sujets à des niveaux de conscience dans les business qui sont sans doute plus marqués aujourd'hui qu'il y a 25 ou 30 ans, quand les modèles de croissance étaient peut-être plus linéaires, qu'on croyait vraiment que ça allait durer. Voilà, j'ai pas de recette, pardon.
Bon, une dernière question. Tu as parlé de tes enfants et des jeunes. Ici, on a dans la salle des fondations qui en sont à la 3e génération, où donc les fondations ont été fondées par des grands-parents, et puis la génération d'après, et donc la 3e génération qui est aux manettes. Et à chaque génération, finalement, les stratégies des fondations sont un peu revisitées, les priorités diffèrent. On a un groupe de jeunes, un esprit de famille, qui sont qui nous interpellent aussi sur le choix de nos causes, nos manières d'agir. Donc d'ailleurs, tes enfants sont les bienvenus. Mais moi, ma question pour toi, c'était plutôt de savoir comment eux se positionnent par rapport à la fondation que vous avez créée, Magali et toi. Est-ce qu'ils ont eux-mêmes leurs engagements associatifs, philanthropiques? Voilà, et puis est-ce que sur les causes et les manières d'agir, j'ai l'impression qu'ils font les choses un petit peu différemment. Je vais dire un truc terrible, qui ne concerne pas mes enfants. Je crois que toutes les organisations sont appelées à vivre et à mourir. C'est vrai pour les business models, c'est vrai pour les entreprises, et je pense que c'est vrai pour la philanthropie. Je pense que l'un des grands risques, c'est de s'inscrire dans une durée qui dépasse la génération. Parce que l'allocation du surplus que représente la philanthropie, c'est une allocation qui est extrêmement précieuse pour toutes les raisons qu'on a dit avant, quoi. Elle n'en remplace aucune. Enfin, elle est irremplaçable, voilà, plus exactement. Elle a son rôle spécifique, irremplaçable. Et que le risque d'écrire des statuts qui sont immuables, des gouvernances qui sont immuables, des noms qui sont immuables, c'est un risque d'emprise sur le futur et sur le vivant avec lequel je n'arrive pas à me réconcilier. Et je sais que j'ai une forme d'extrémisme dans ce truc-là. Notre truc, il s'appelle le fond des bois, quoi. On voulait l'appeler le fond du Savoyard, à cause d'origine. Mais on s'est dit, ça ne va pas sérieux, et donc on l'a appelé le fond des bois. Bon. C'est pas un modèle, hein. Tu me poses une question, je te réponds, moi, ce que je pense, comment je le ressens et comment je le vis. Moi, c'est pour ça qu'on a pris un fonds de dotation. C'est parce que demain, ça peut s'arrêter. Tu vois, on décide de tout filer et c'est parti. Et c'est comme ça. Et c'est bien. Donc, je crois que se reposer en permanence la question de pourquoi j'existe en tant qu'organisation, tu vois, c'est quoi ma raison, non pas d'être, ma raison d'exister. Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui sont mieux placés que moi pour faire les trucs? Est-ce que les causes qu'on poursuivait, elles avaient du sens dans le XXe siècle, elles en ont juste plus maintenant. Tu vois, quand il y a des consensus sociaux qui évoluent à toute vitesse. La guerre est de nouveau à la porte de l'Europe. Qu'est-ce que ça veut dire pour plein de trucs qu'il faut peut-être préparer différemment dans le futur? Donc, moi, mon approche, c'est vraiment de garder au maximum de la flexibilité en permanence et de la capacité à lâcher prise sur le futur. Et donc, du coup, pour les enfants, ils sont au conseil d'administration. On est hyper clair sur le fait que c'est bien le fonds de dotation des excédents des parents. On a alloué quand ils étaient gamins, parce qu'on a démarré, ils étaient jeunes, ils avaient, je sais pas quoi, entre 10 et 15 ans, quand on a commencé à faire des trucs un peu sérieux. Ils ont bientôt 30. En leur allouant une petite somme d'argent. Ils avaient tous les ans 5 000 euros. Et ils ont fait des trucs. Mais pas tous. Il y en a un qui n'a jamais rien fait avec ça. Et un autre qui avait son algorithme qui donnait la bouée d'espoir, machin truc, des trucs de ses copains ou des parents de ses copains ou des trucs comme ça. Et puis une troisième qui a mis ça dans de la musique et de la culture parce que c'était son truc. Et ça existe toujours, mais ils sont passés à l'âge adulte. Et moi, j'essaye de faire un truc, c'est de ne pas les encombrer avec ça. C'est de l'argent qui vient de la génération d'avant. Voilà. Et c'est mon point de vue, hein, de nouveau. Donc je ne sais pas ce qui restera quand je partirai, quand Magali partira, mais en tout cas, de notre point de vue, on a essayé de faire un truc qui les libère au maximum de ce qui nous engage nous, parce que ils seront encore là peut-être en 2100, j'en sais rien, hein, et moi non. Donc. Merci beaucoup. Alors je laisse les membres dans la salle poser des questions. Qui se lance?
Oui, il y a une question. Tiens, je te laisse le... Moi, je vais en poser une, mais qui est pas vraiment philanthropie. Hein. Alors, désolé, Sabine. Bernard Lemasson. Moi, j'ai une question sur l'ISSB et le débat qu'on voit dans les médias, en tout cas, sur le conflit entre certaines ONG et associations qui considèrent que l'ISSB n'incarne pas la vraie révolution des normes, des standards pour aller vers le bien. Et franchement, je n'arrive pas bien à comprendre le débat. Donc, est-ce que c'est possible, en une minute, de résumer pourquoi ISSB versus d'autres ONG, il y a un conflit sur qu'est-ce qui est bien pour faire évoluer le business model, etc. Je vais essayer en une minute, j'ai jamais réussi, hein, mais peut-être que je vais y arriver. Nous, notre mission et notre mandat, c'est l'allocation du capital vers des stratégies qui font la transition. Il y a une autre théorie du changement qui est les entreprises doivent dire, reporter, déclarer l'impact qu'elles ont sur des éléments sociétaux, d'environnement, etc., pour permettre le travail de la société civile, des ONG, le cas échéant des gouvernements, mais là ça s'appelle carrément de la conformité, c'est un autre sujet. Il y a une vraie tendance, en particulier en France, mais vraiment en particulier en France, à confondre les deux sujets et à dire que précisément, finalement, le travail qui consiste à réorienter les flux de capitaux de l'économie ne sert pas du tout suffisamment à faire bouger les choses. Moi, je pense que ce travail-là, il est absolument urgent, il est nécessaire et que rien d'autre ne se passera si on ne fait pas ça. Et je dis en même temps, il n'est pas suffisant, il faut faire autre chose en plus. Mais ce n'est pas contre, c'est l'un s'appuyant sur l'autre. Il y a, je vais dire un truc de nouveau, sûrement pas populaire, mais assez terrible ici, il y a un manque de culture économique en France en particulier, hein, de culture, de compréhension de comment ça fonctionne l'économie, comment ça fonctionne la finance, qui génère une forme de raisonnement qui devient de l'idéologie, et où en fait la finance, on ne fait pas avec, on fait contre. En tout cas, moi, ma posture, c'est que je pense que si la finance, je vais juste prendre un exemple, puis après j'arrête, mais la capitalisation boursière mondiale du marché des actions, elle est équivalente au PNB mondial. Si on y rajoute la dette, c'est 4 fois ça, c'est 400 trilliards, 400 000 milliards. On sait que pour faire la transition, il faut bouger à peu près 4 000 milliards par an. Donc il suffit qu'on bouge 1% du marché mondial de la dette et de l'equity avec nos normes pour financer la transition. Les gouvernements se battent depuis 3 COP pour trouver 100 milliards, c'est-à-dire 40 fois moins. Voilà. Et ils n'y arrivent pas, parce qu'il n'y a pas assez d'argent public. Donc c'est absolument fondamental de faire ce qu'on fait. Et en même temps, je dis oui, c'est pas suffisant, mais il faut vraiment le faire, quoi. Donc c'est pas de nouveau, c'est pas l'un ou l'autre. C'est vraiment l'un plus l'autre et dans le bon ordre avec des bons ordres de grandeur. Valérie Bouchabac, si je peux. Je voulais rajouter quelque chose. Je ne vois pas, pardon. Ah oui, pardon, oui, excusez-moi. Non, oui, je ne voyais pas le micro. Alors Valérie Bouchabac, je voulais simplement exprimer sur le fait qu'effectivement, dans votre façon, vous, d'orienter votre patrimoine vers la philanthropie, nous, ce qu'on constate, c'est que souvent, il y a d'un côté le geste philanthropique et de l'autre côté, il y a effectivement la gestion de patrimoine. Et vous avez justement tout de suite considéré que vos attributions gratuites étaient un excédent. Donc, comment justement vous avez peut-être sensibilisé d'autres dirigeants pour dire que voilà, ces attributions gratuites, ce qu'ils ont en portefeuille, etc., peuvent leur permettre de réorienter, peut-être en se fédérant autour d'un club qui pourrait, par exemple, à l'époque où vous étiez chez Danone, permettre de démultiplier des dons de titres ou d'actions gratuites envers le fonds de dotation que vous avez créé ou d'autres structures philanthropiques pour créer ce mouvement-là des dirigeants vers la philanthropie. Ce qu'on essaye, nous, de faire se rencontrer chez nous.
Ouais, merci pour cette question. Je vais dire un truc. Moi, je ne sais pas faire l'appel à la générosité. Je trouve que c'est des champs de conscience qui sont tellement personnels que je vois pas au nom de quoi. Enfin, et donc, la seule façon dont jusqu'à présent j'ai le sentiment d'avoir pu, au compte-gouttes, hein, en discutant avec les uns et les autres, parfois dans des cercles aussi comme ça, où il y a ça donne des idées, c'est de parler, comme on l'a un peu fait là avec Sabine, de l'engagement et de ce que la philanthropie permet de poursuivre euh, dans l'engagement que l'entreprise ne sait pas faire. Mais pour ça, ça suppose que vous ayez un métier dans lequel vous avez le sentiment d'avoir un impact. Si vous faites de votre métier uniquement pour gagner de l'argent, oui, du coup, la gestion de patrimoine en soi, ça devient, oui, c'est un vrai sujet. Et c'est normal. Mais du coup, c'est bien la question du champ de conscience qu'on a ou qu'on n'a pas, et des envies qu'on a ou qu'on n'a pas. Et là, je trouve vraiment que de nouveau, c'est un champ de conscience personnel. Entre autres parce qu'il touche, vous avez évoqué la question de la gestion du patrimoine, il touche la question de savoir c'est quoi mon patrimoine, à quoi il sert, quel sens il a pour moi. Il y a tellement de choses qui, tout autour, là, quand on est dans une carrière et que ça va bien, consiste à se dire que plus j'ai de patrimoine, plus je suis heureux, je sais pas quoi, plus je réussis, c'est une marque de je ne sais quoi. Bah ouais, ça rend, je trouve que ça rend, comment dire, ça rend difficile euh, de passer à une conversation de à quel moment c'est trop, quel moment, quel moment je sais pas quoi, moi, la satisfaction marginale d'en avoir un peu plus, y compris dans des placements, c'est trop. Je vais donner un exemple. Moi, j'ai démarré assez vite en finance. Euh, J'avais 25 ans, j'avais un portefeuille boursier. J'ai dû arrêter parce que ça crée des conflits d'intérêts par rapport à mon métier de banque d'affaires. Donc, je l'ai vendu en l'espace de 2-3 ans. J'ai plus jamais acheté une action de ma vie. De ma vie. Je n'ai jamais eu d'autres actions que celles de Danone et de l'entreprise que je contribuais à diriger avant. Jamais une autre. Parce que je considère qu'être investisseur, c'est un métier. Et que, ouais, j'ai acheté, je sais pas quoi, du Schneider Electric à l'époque et du je sais pas quoi. J'ai pris le bouillon sur l'un et j'ai gagné de l'argent le lendemain. Mais c'est un métier, quoi. Enfin, après, moi, j'étais directeur financier, j'ai rencontré des gens dont c'était le métier de faire ça. Et j'ai considéré que c'était pas le mien. Je n'ai jamais placé d'argent autrement que dans des trucs sans risque. Placé là. Et du coup, il attend. Et vous vous dites, mais j'en fais quoi? Et ben, du coup, on se dit, bah oui, ce qui est en trop, on va l'utiliser à faire des trucs intéressants. Parce que moi, c'est pour ça que je ne suis pas philanthrope. Je suis peut-être explorateur, innovateur, chercheur de je sais pas quoi ou emmerdeur. Mais c'est pour faire des trucs qui m'intéressent, que je trouve intéressant de tester, quoi. Des nouveaux modèles, des machins, des trucs, ça pousse. Enfin, voilà. Donc je le vis comme une extension de champ d'intérêt, quoi. Pas comme je vais donner des trucs, c'est généreux et je vais être content de ça. Il y a sûrement de ça et j'en suis pas conscient. Oui, bien sûr. Mais pour moi, c'est pas un moteur fondamental. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup de mal à dire à des gens, ton programme d'action gratuite, tu devrais le mettre là. En revanche, oui, je connais pas mal de gens qui ont démarré des fonds de dotation parce qu'on s'était croisés sur des projets ou parce qu'ils avaient entendu parler de ce qu'on faisait, ou voilà, dans mon cercle amical ou un peu plus large. Merci. Voilà, question encore. Est-ce que vous continuez à diffuser, on les trouve sur YouTube, ces entretiens très émouvants que vous aviez prononcés à l'occasion de jeunes promotions d'HEC? J'ai eu l'occasion de la diffuser dans le cadre de responsables d'entreprise, et chaque fois les gens étaient au bord des larmes presque. Hein. C'est un éveil, notamment pour les jeunes, de la autre chose que le business. Et vous parlez de vos enfants, mais tous les jeunes, tous nos enfants, nos petits-enfants seraient touchés par cette propagation de ce message que vous faites admirablement bien. Oui, c'était un moment un peu étonnant. Hein. Je ne savais pas. J'étais clair. Je savais ce que j'allais pas dire. Je savais pas complètement encore ce que j'allais dire et comment. Et puis ça s'est passé de façon très étonnante.
je me suis donné un rendez-vous à moi-même ce jour-là. Mais aussi parce que je pense que très en profondeur, j'avais envie de partager des trucs qui me semblaient utiles avec ces jeunes. Euh, et que l'histoire de mon frère, c'est l'histoire de ma vie, quoi. Et ne pas raconter ça, ça a été tellement structurant dans ma vie, ce que mon frère a vécu, y compris en commençant à HEC, ce soir-là, cet appel-là, à 9 h du soir, bâtiment C, 3e étage, etc. Donc je n'ai rien dit d'autre que... ouais, j'ai rien dit d'autre que dire à peu près la vérité, avec une vulnérabilité que j'ai assumée ce jour-là. Et donc, ouais, le truc a été vu des millions de fois. Bon, ben voilà. Et tant mieux. Enfin, tant mieux si ça peut toucher des gens. Moi, ce que je peux dire, alors, c'est qu'à l'inverse, ça m'a fait rencontrer des gens. J'ai rencontré plein de gens. Plein, qui m'arrêtent même parfois dans la rue pour me dire merci d'avoir partagé ça. Moi, j'ai un frère qui, ou j'ai une fille qui, etc. Et ça, je trouve ça incroyable, quoi. Je me suis retrouvé un jour, le secrétaire adjoint, il y en a plusieurs, de l'ONU, où en démarrant une réunion, le gars s'arrête, me dit Emmanuel, je voudrais vraiment te remercier pour ce que tu as dit il y a 3 mois. C'était à la Climate Week à New York, 3 mois après mon truc du mois de juillet ou de juin, là. Et il me dit, je voulais te dire, moi, ça m'a fait réaliser que ma plus grande fierté dans ma vie, c'est mon fils, il est tétraplégique, et je suis tellement fier de lui. Et le gars fondait en larmes. Et donc, ben ouais, enfin, on crée des relations qui sont incroyables. C'est incroyable, quoi. Donc, tant mieux si ça a pu, je sais pas quoi, éveiller à droite ou à gauche l'envie de regarder les choses différemment. Moi, mon attachement à ça, pour avoir vu mon frère en chier, quoi, à ce point-là, c'est de déstigmatiser la maladie psychiatrique. Et je sais que c'est pas facile, ça fait très très peur. Mais néanmoins, voilà, ça, à titre perso, c'est un sujet que j'ai en moi, que je sais pas enlever. C'est une blessure qui est là et je vis avec. Et je suis conscient du fait que c'est un moteur particulier, mais je pense que de l'avoir partagé, ouais, ça a sans doute aidé à ouvrir d'autres champs de conscience. Bonjour, je suis Isabelle Bouzou, Fondation Brajac. J'ai passé plus de temps que vous chez Danone. Mais ce n'est pas ce sujet-là que je voulais vous parler. Je ne sais pas si Sabine a pu vous convaincre de rejoindre un esprit de famille, mais je sais qu'il y a un certain nombre de projets que vous soutenez et que des fondations, fonds de dotation membres d'un esprit de famille soutiennent aussi, certains même qu'on vous a apportés. Est-ce que vous seriez intéressé à apporter à des fondations d'un esprit de famille les super idées que vous avez sur les projets que vous soutenez? Merci de cette invitation d'abord, vraiment. Et puis merci d'avoir passé plein de temps chez Danone. C'est vraiment une boîte incroyable. Que vous dire? Enfin, si j'avais pas pris la mission que j'ai prise là, je pense que j'aurais... Une des idées, c'était de passer vraiment du temps de façon sérieuse sur ces champs d'innovation qui sont explorés par la philanthropie, et avec le petit Fonds des Bois qui peut être un ancrage pour ça au milieu de plein d'autres. Et donc, ouais, peut-être que je serai un membre actif de votre assemblée. Et donc, j'ai envie de dire oui dans le principe, c'est-à-dire qu'en effet, si on peut prendre la liste de ce qu'on finance et que ça peut donner des idées, je trouverais ça super. Après, je travaille trop, et donc je peux pas, et je n'ai pas l'intention de structurer non plus le Fonds des Bois pour les raisons que j'ai exprimées tout à l'heure. Donc si on peut trouver un moyen qui permet d'aller plus loin, ouais, volontiers, merci. Bonjour, Caroline Bois, Fonds de dotation famille Partage Espérance. J'avais une question sur la notion du temps que vous avez évoqué et sur le fait que votre fonds de dotation peut s'arrêter une fois que la mission est établie. Comment est-ce que vous gérez lorsque vous subventionnez une association qui dépend de vous avant tout, et si vous décidez d'arrêter
votre subvention, en fait, l'association ne vit plus. Comment est-ce que vous gérez la durabilité, en fait, de cette association et le long terme? Oui, c'est une énorme question. Je pense que vous l'avez tous, quoi. On l'a tous, j'imagine. À partir du moment où un business model, comme il n'est pas commercial, ben, il dépend en effet durablement de la philanthropie. C'est pour ça qu'il ne faut pas en abuser non plus de la philanthropie. Enfin, il faut de mon point de vue, qu'elle intervienne Alors, pardon, je vais partir de moi. Pour moi, l'argent de la philanthropie, il doit être avant tout catalytique. C'est-à-dire qu'il doit créer les conditions d'un truc qui devient pérenne. Je prends on a créé avec Danone Communities un truc qui s'appelle le projet Malin, qui visait à de l'alimentation durable avec la marque Blédina pour les familles en situation de pauvreté en France. On a démarré avec 200 personnes au centre d'action sociale de Grenoble. La marque s'en est emparée, Danone Communities, l'Action Tank que j'ai créé avec Martin Hirsch. On est 10 ans plus tard. C'est devenu le projet phare du plan présenté par Emmanuel Macron en 2018 sur le volet enfance de son plan pauvreté. Et aujourd'hui, les CAF l'ont rentré dans les politiques publiques. Il y a 150 000 gamins tous les ans qui sont dans ce dispositif d'accès à l'alimentation diversifiée, etc. Et avec des coupons qui leur permettent d'acheter moins cher des produits d'alimentation. Bon. On a trouvé un système qui fait que ça tourne parce que c'est collé à un business, c'est collé à des politiques publiques. Et moi, je l'ai financé à titre perso, ce truc, au départ. Ça fait partie, là aussi, des trucs où je crois à ce qu'on fait dans le business model de l'entreprise. On ne peut pas tout faire. J'ai un peu trop d'argent. Cet argent, il vient de l'entreprise. La priorité, c'est de le remettre là où il devrait être, quoi. Là où l'entreprise peut avoir plus d'impact. Donc voilà. Et de façon assez systématique, on essaye plutôt, en effet, de financer des trucs qui ne seraient pas financés si on n'était pas là. Donc on récupère des machins dans tous les sens, quoi. Et comme moi, ça me gêne pas. Je n'y vais que si je crois que ça peut fonctionner, mais on est prêt à tout perdre si au bout de 6 mois, 1 an ou 2 ans, le truc n'a pas fonctionné. Et on a eu pas mal de cas où ça a permis de faire passer un cap à des assos qui n'y arrivaient pas, parce que le DG est parti, il faut attendre qu'il arrive, je sais pas quoi, parce qu'un financeur doit arriver, mais il n'est pas encore là, parce que je sais pas quoi, parce qu'il faut passer à l'échelle, il y a besoin de faire 2 fois plus pendant les 3 ans qui viennent, mais après ce sera bon. Voilà. Donc on n'investit en tout cas jamais... enlever le jamais, parce que je ne sais plus, puisqu'on a financé peut-être 200 et quelques projets, quoi, depuis le début du fonds. Mais très rarement, en tout cas, sur un truc où il y a une dépendance pérenne entre nous et le projet. Soit on est dans le cadre, comme ça a été le cas avec certains d'entre vous, d'un consortium, et on vient aider, et plutôt de nouveau de façon catalytique, soit c'est vraiment catalytique, ça marche pas, mais ça s'arrête au bout de 3 ans, et voilà.